Nous avons vu que les molécules tensioactives sont capables de modifier les propriétés d'une interface air-liquide en y formant un film moléculaire. Ces molécules sont également capables de s'organiser dans le volume du liquide en différentes structures tridimensionnelles. Nous allons donc ici étudier le comportement des molécules selon qu'elles sont en surface ou dans le volume du liquide. Nous aborderons en particulier la notion d'émulsion et un exemple d'application des propriétés tensioactives. Par définition, une molécule tensioactive est capable de modifier la tension de surface d'une interface gaz-liquide en s'y organisant sous la forme d'un film monomoléculaire. Prenons le cas de l'interface RO. Une molécule capable de former un film à cette interface est nécessairement constituée de deux parties, plus ou moins distinctes, l'une hydrophile ayant donc une forte affinité pour l'eau, et l'autre hydrophobe, capable de rester au contact de l'air. Une telle molécule est dite amphiphile. Cette constitution en deux parties dictant, comme nous le verrons plus tard, son comportement quand elle est en solution. De nombreuses molécules sont amphiphiles. C'est bien sûr le cas des détergents, entrant dans la composition des liquides vaisselle, lessive et savon. Les lipides constituant les membranes cellulaires sont également des molécules amphiphiles, tout comme certaines protéines. Les détergents et les lipides ont une structure chimique similaire, avec une tête polaire hydrophile plus ou moins développée et une ou deux chaînes carbonées hydrophobes. La partie polaire a une forte affinité pour l'eau, contrairement aux chaînes carbonées. C'est le cas par exemple des molécules de SDS, de DTAB et des lipides comme le DPPC. Cependant, la répartition des pôles hydrophiles et hydrophobes n'est pas toujours aussi nette. Dans le cas du cholestérol par exemple, la tête polaire est réduite à une fonction hydroxyle. Tout le reste de la molécule est antihydrophobe. Dans le cas des anthracyclines, des antibiotiques utilisés en chimiothérapie, les fonctions polaires sont réparties de manière assez homogène tout le long d'une partie polycyclique hydrophobe. Maintenant que nous avons compris comment est organisée une molécule amphiphile, que se passe-t-il quand on les solubilise dans un solvant? Eh bien, ces molécules s'organisent en des structures diverses, bi- ou tridimensionnelles plus ou moins complexes, en fonction de différents paramètres. La nature du solvant, la concentration en molécules amphiphiles, la température ou la structure chimique de la molécule, une ou deux chaînes par exemple. Le but de ces organisations est de former des structures stables d'un point de vue thermodynamique. Ainsi, dans un solvant aqueux ou polaire, les parties hydrophiles sont exposées au solvant, alors que les parties hydrophobes en sont éloignées autant que possible. Prenons le cas d'un solvant polaire comme l'eau. À très faible concentration, les molécules amphiphiles se solubilisent sous la forme de monomères et certaines s'adsorbent à l'interface RO, formant ainsi un film de Gibbs. Si la concentration augmente et atteint la concentration micellaire critique ou CMC, les molécules s'organisent en micelles. Une micelle est un agrégat plus ou moins sphérique ou allongé où les molécules amphiphiles s'organisent en fonction de l'affinité ou de la répulsion de leurs différentes parties pour le solvant aqueux. Elles exposent leur tête polaire au solvant, tandis que les chaînes hydrophobes sont tournées vers le centre de la micelle. De telles structures tridimensionnelles se forment par exemple quand on lave le linge, les tensioactifs de la lessive formant des micelles qui emprisonnent les saletés. Celles-ci restent donc en suspension dans l'eau de lavage et sont ainsi éliminées. Les micelles ne sont pas des structures figées. Les molécules sont également capables de passer des micelles au film de Gibbs, par exemple. D'autres structures tridimensionnelles sont également possibles, par exemple dans le cas des lipides, capables de former des liposomes. Les liposomes sont des vésicules formées par une bicouche lipidique refermée sur elle-même et emprisonnant une phase aqueuse. L'organisation en bicouche est guidée par le même impératif que précédemment. Protéger les chaînes hydrophobes de l'eau, tout en exposant les têtes polaires. On distingue différents types de liposomes. Par exemple, les liposomes multilamellaires, ou MLV, sont constitués de plusieurs bicouches emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes, et séparées par une couche d'eau. Les liposomes unilamellaires sont eux constitués d'une seule bicouche.
Les liposomes unilamellaires sont ensuite classés en différentes catégories en fonction de leur dimension. On distingue donc les petites vésicules unilamellaires, ou SUV, d'un diamètre de l'ordre de 15 à 30 nanomètres, les grandes vésicules unilamellaires, ou LUV, de 100 à 200 nanomètres de diamètre, et les vésicules unilamellaires géantes, ou GUV, d'un diamètre supérieur au micron. Ces liposomes constituent des modèles simplifiés de membranes cellulaires, ces dernières étant constituées d'une bicouche lipidique en interaction avec des protéines. Ils ont également de nombreuses applications en cosmétique et en pharmaceutique, comme agents encapsulants ou vecteurs de médicaments. D'autres structures en bicouche sont possibles si la solution est soumise par exemple à évaporation et cisaillement. Il s'agit de phases dites sandwich, où de larges surfaces de bicouche sont empilées les unes sur les autres, séparées par des couches d'eau. Enfin, il existe des phases complexes, telles que les phases hexagonales, formées par des phospholipides particuliers, comme les phosphatidyléthanolamines. Les lipides sont organisés en longs cylindres orientés parallèlement les uns aux autres et empilés en une organisation hexagonale. De telles structures pourraient apparaître de manière transitoire lors de la fusion ou de la scission de membranes cellulaires. Nous nous sommes intéressés jusqu'ici à des solvants aqueux ou polaires, mais que se passe-t-il si on passe d'un solvant polaire à un solvant apolaire? Eh bien, la contrainte thermodynamique reste la même. Les molécules s'organisent en structures stables. Dans le cas des micelles, on observe une orientation inverse des molécules qui exposent maintenant leur chaîne à l'extérieur. On parle alors de micelles inverses. Le retournement se produit également dans les phases hexagonales, appelées alors phases hexagonales inverses. Nous savons maintenant comment se comporte une molécule tensioactive en solution. Nous pouvons alors comprendre ce qu'est une émulsion. Et nous allons voir que les émulsions sont largement présentes dans notre vie quotidienne, même si on ne s'en doute pas. Par exemple, quand nous réalisons une vinaigrette, nous voyons bien que l'huile et le vinaigre ne se mélangent pas. Alors comment s'y prendre pour mélanger deux liquides normalement non miscibles et ainsi former ce qu'on appelle une émulsion? Une émulsion est en fait une suspension de gouttelettes d'un des deux liquides dans l'autre. Ceci n'est possible qu'en présence d'une troisième molécule qu'on appelle l'émulsifiant. Les émulsions peuvent être naturelles, dans le cas du lait par exemple, ou fabriquées. C'est le cas de la mayonnaise ou des crèmes hydratantes en cosmétique. Notons qu'une mousse est basée sur le même principe, mais un des deux liquides est remplacé par un gaz. L'émulsifiant est une molécule tensioactive qui stabilise l'émulsion en s'organisant en barrière autour des gouttelettes. Son orientation dépend des deux liquides en présence et de leur proportion. L'émulsifiant aura donc une orientation inversée selon qu'il stabilise des gouttelettes d'eau dans l'huile ou d'huile dans l'eau. L'émulsion est donc homogène au niveau macroscopique, mais pas au niveau microscopique. Dans le domaine agroalimentaire, la lécithine est un émulsifiant très répandu. En faisant vos courses, lisez la composition des produits et vous la trouverez certainement. Sur cette vidéo, on a deux flacons contenant une phase aqueuse en bleu et de l'huile. L'huile forme la couche du dessus car sa densité est plus faible. Agitons maintenant vigoureusement un flacon. Dès que l'agitation s'arrête, les deux liquides reprennent en quelques secondes leur position initiale, l'huile au-dessus de la phase aqueuse. On prend maintenant le même flacon contenant les deux phases eau et huile précédentes et on y ajoute un troisième liquide, ici en rouge, contenant un émulsifiant. Ce liquide vient former une couche intermédiaire entre les deux précédentes. Quand la quantité de liquide contenant l'émulsifiant est trop importante, le liquide tombe au fond du flacon. On agite à nouveau vigoureusement le flacon. On observe alors la formation d'une émulsion à la surface de l'eau, surmontée par des bulles. La phase huile précédente a disparu, la mousse est elle formée par des bulles d'émulsifiant emprisonnant de l'air.
Comme nous l'avons déjà vu, les propriétés des molécules tensioactives sont largement utilisées dans différents domaines, l'agroalimentaire, la pharmaceutique ou les cosmétiques. Nous allons ici voir une autre application moins courante, celle de la récupération du pétrole. Les puits de pétrole ne sont jamais totalement exploités. Seul un tiers en moyenne du contenu d'un puits est récupéré. Cela s'explique par le fait que le pétrole est généralement emprisonné dans des roches poreuses. Dans le contexte de prochaines pénuries, les industries pétrolières essaient donc d'améliorer les techniques d'extraction en injectant par exemple de l'eau ou du CO2 par un puits communiquant avec le puits de production. La pression ainsi induite repousse le pétrole vers le puits de production. Cependant, cette méthode a une efficacité limitée puisqu'elle ne permet de récupérer qu'environ 10% de pétrole supplémentaire. De plus, l'eau est peu efficace car très fluide. Elle emprunte le chemin le plus court entre le puits d'injection et celui de production. De plus, elle ne se mélange pas au pétrole sous l'effet de sa tension de surface. D'autres solutions sont donc apparues ces dernières années. La première consiste à ajouter des polymères au pétrole pour augmenter sa viscosité. Les polymères se comportent comme de longs spaghettis, piégeant les chaînes d'hydrocarbures. La seconde solution consiste à ajouter des tensioactifs dans l'eau. Ces molécules diminuent la tension de surface à l'interface entre l'eau et le pétrole, améliorant la miscibilité.